Lors de ma remise de diplôme, mes parents ont offert une maison à ma sœur jumelle, tout en ne me donnant qu'un ticket de loterie. J'ai gagné 100 millions de dollars et ils se sont gelés quand j'ai dit ceci. Je m'appelle Eleanor Hart. J'ai 23 ans et le jour de ma remise de diplôme universitaire était censé être l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. Mais pour ma famille, même ce jour-là s'est transformé en une cruelle épreuve d'amour et de favoritisme. Sur le campus bondé, les acclamations remplissant l'air devant amis, professeurs et parents, mes parents sont allés de l'avant et ont tendu une luxueuse boîte à ma sœur jumelle Émilie. À l'intérieur se trouvait la clé d'une toute nouvelle maison, une récompense pour cet enfant spécial. Quant à moi, celle qui avait travaillé sans relâche pour payer mes propres études, j'ai reçu une fine enveloppe. Quand je l'ai ouverte, mon cœur s'est serré. Ce n'était rien d'autre qu'un ticket de loterie. Ma mère a souri comme s'il s'agissait d'une petite plaisanterie inoffensive et m'a dit « Tente ta chance. Peut-être que ça changera ta vie. » Émilie a ri d'un air moqueur, disant que j'étais mieux adapté au hasard qu'à porter une réelle responsabilité. J'ai ravalé mes larmes, mais à l'intérieur mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que ce ticket qu'il méprisait allait devenir la porte qui allait changer toute ma vie. Je veux tout vous raconter, de mon enfance injuste au moment où je me suis tenu droite et ai prononcé les mots qui ont laissé toute ma famille sans voix. Mais avant de plonger plus profondément dans l'histoire, laissez-moi vous poser une question. D'où m'écoutez-vous aujourd'hui? J'ai grandi dans une famille qui avait l'air parfaite de l'extérieur. Nous avions une maison de 2 étages avec une clôture en bois blanc à Columbus, Ohio, un petit jardin à l'avant rempli de roses que ma mère entretenait quotidiennement, et un salon lumineux bordé de portraits de famille couvrant tous les murs. Mais seuls ceux qui étaient à l'intérieur savaient que l'image était loin d'être équilibrée. Dans cette maison, j'étais toujours l'ombre, tandis que ma sœur jumelle Émilie était placée sur le piédestal de l'admiration. Dès mon plus jeune âge, j'ai pu constater à quel point le favoritisme imprégnait chaque dîner, chaque cadeau, chaque mot d'éloge que mes parents nous donnaient. Émilie et moi nous ressemblions tellement que les étrangers avaient souvent du mal à nous différencier. Nous partagions les mêmes yeux marron brillants, les longs cheveux châtains et le doux sourire que nous avions hérité de notre mère. Mais la ressemblance s'arrêtait aux apparences. Aux yeux de mes parents, Émilie était la lumière, et je n'étais que le fond qui faisait briller cette lumière. Ma mère, Linda, était constamment occupée à polir l'image d'Émilie, l'emmenant à des cours de danse, de piano et de langues étrangères pendant que j'étais laissé derrière pour mettre la table, laver les sols, ou m'occuper des corvées nécessaires. Mon père, Richard, se vantait toujours qu'Émilie était l'espoir de la famille, celle qui porterait le nom familial loin. Mais en ce qui me concerne, il se contentait de secouer la tête, à moitié en plaisantant et à moitié au sérieux, disant que j'étais trop têtu, voulant toujours faire les choses à ma manière sans l'aide de personne. Je me souviens très bien des Noëls de mon enfance. Notre sapin brillait toujours de lumière scintillante, et sous lui se trouvaient des boîtes de cadeaux de toutes formes et couleurs. Émilie avait toujours le droit d'ouvrir la plus grande boîte. Quand elle avait 8 ans, mes parents lui ont donné un tout nouveau vélo rose. La peinture encore fraîche et brillante. J'ai reçu un vélo aussi, mais c'était un vieux vélo d'occasion d'un cousin repeint pour avoir l'air un peu neuf. Quand j'ai demandé pourquoi, ma mère a seulement souri et a dit « Tu es la sœur aînée. Tu dois céder. Ta sœur a besoin de plus pour pouvoir briller. » Cette réponse se répétait comme un disque rayé jusqu'à ce que je connaisse chaque mot par cœur. Les anniversaires n'étaient pas différents. Émilie avait toujours de grandes fêtes avec des gâteaux à 3 étages, des ballons colorés et une maison pleine d'amis. J'étais obligé de partager la fête avec elle, mais mon nom sur le gâteau était toujours pressé dans un petit coin, parfois même caché sous les bougies brillantes réservées à Émilie. Mes cadeaux étaient généralement des livres d'occasion, une poupée à prix réduit, ou parfois rien de plus qu'un joyeux anniversaire occasionnel. Pendant ce temps, ma sœur recevait des robes de princesse étincelantes, des patins à roulettes tout neufs, ou l'iPod dont j'avais rêvé mais que je n'avais jamais touché. Les dîners de famille étaient une autre scène où le favoritisme se manifestait. Mes parents se tournaient toujours vers Émilie, posant des questions sur l'école, louant chaque petite récompense. Quand j'essayais de partager que j'avais obtenu une excellente note à une dissertation, mon père hocherait la tête avec dédain, puis ramènerait rapidement le sujet aux dernières réalisations sportives d'Émilie. Je me souviens encore d'un Thanksgiving où toute la famille s'est réunie. Mon père leva son verre et parla fièrement de la récompense musicale d'Émilie pendant que j'étais assise là, cuillère en main, servant la purée de pommes de terre, me sentant invisible. Je n'étais pas un enfant sans sentiment. Je remarquais, je me souvenais, et j'endurais cela tranquillement. Je souriais toujours,
j'essayais toujours de bien me comporter, mais à l'intérieur, chaque petite blessure se transformait lentement en cicatrice. Plusieurs fois, j'ai demandé à ma mère, pourquoi Émilie a-t-elle toujours plus? Elle n'hésitait jamais, répondant avec une facilité glaçante. Parce qu'elle est plus spéciale. Ces mots me transperçaient comme une lame froide. Plus spéciale. Et moi? Que étais-je à leurs yeux sinon une ombre fanée? Quand j'avais 12 ans, on nous a demandé d'apporter de nouveaux fournitures scolaires pour l'année à venir. Émilie a reçu un sac à dos violet de créateur rempli de cahiers neufs, de règles et de crayons. Je n'avais que mon vieux sac usé avec des cahiers en papier jauni, et quelques stylos promotionnels bon marché. Je l'ai poussé doucement sous mon bureau, espérant que personne ne le remarquerait, mais à l'intérieur, je brûlais de honte. Ce soir-là, j'ai encore demandé une fois à ma mère pourquoi les choses devaient être si différentes. Sa réponse était la même que toujours. Tu es la sœur aînée. Tu dois céder. Ta sœur mérite plus. Alors, j'ai appris le silence. J'ai appris à avaler l'amertume de l'injustice car chaque fois que je parlais, mon père criait que j'étais égoïste, que je ne me souciais pas de ma sœur. Émilie ne manquait jamais une occasion de se moquer de moi non plus, souvent en haussant les épaules et en disant « Tu devrais être habitué maintenant. Tu n'auras jamais plus que moi. » Pour elle, c'était une blague, mais pour moi, c'était une cruelle vérité. C'était mon enfance. Une chaîne de jours passés dans l'ombre, toujours invitée à être plus compréhensive, à endurer plus, tandis que ma sœur jumelle était choyée et protégée comme un bijou précieux. Je me souviens encore de la sensation d'être assise seule dans une pièce sombre, serrant un vieux livre contre ma poitrine, me murmurant qu'un jour je me libérerais de ce cycle de favoritisme. Mais à l'époque, j'étais juste une enfant, pas encore consciente que ces blessures me suivraient à l'âge adulte, pour finalement éclater des années plus tard, le jour même de ma remise de diplôme, le jour où j'aurais enfin dû être célébré comme tout le monde. Quand nous sommes entrés au lycée, les différences entre Émilie et moi sont devenues plus claires que jamais. C'était le moment où la plupart des enfants commençaient à bâtir leur propre indépendance. Mais pour nous, c'était le moment où le fossé créé par le favoritisme de nos parents s'élargissait de plus en plus. Je me souviens encore du 16e anniversaire d'Émilie. Pendant que les amis et les voisins se rassemblaient dans notre jardin, mon père a soudainement sorti une nouvelle voiture rouge, sentant encore la peinture fraîche. La foule a éclaté en acclamations. Émilie a jeté ses bras autour de nos parents, les larmes coulant sur son visage de bonheur. Et je me tenais là, applaudissant pour elle, essayant de cacher l'amertume qui montait dans ma poitrine. Parce que quelques jours plus tard, lorsque mon propre 16e anniversaire est arrivé, le seul cadeau que j'ai reçu était un nouveau sac à dos acheté dans un magasin discount. Mon transport à l'école était toujours le même vieux bus, ce qui signifiait me réveiller à 5 heures du matin pour attraper le premier trajet. Je me souviens encore de ces matins glacials dans l'Ohio, le vent me cinglant la peau pendant que je grelottais à l'arrêt de bus pendant qu'Émilie sortait tranquillement du garage, la musique à fond, me faisant un signe d'adieu. Le lycée était une série de jours où j'ai dû apprendre à m'adapter à l'injustice. Pendant qu'Émilie suivait des cours supplémentaires de piano, d'art et de sport, j'étais généralement à la maison, aidant ma mère à nettoyer ou prenant des petits boulots pour gagner un peu d'argent de poche. Pourtant, je n'ai pas abandonné. J'ai étudié dur, trouvé de la joie dans les pages de mes livres, et découvert une fierté tranquille dans l'indépendance de tracer mon propre chemin, même s'il était plein d'obstacles. Mes professeurs me louaient souvent pour mon intelligence et ma diligence. Mais aux yeux de mes parents, ces mots ne résonnaient jamais aussi fort que les trophées sportifs d'Émilie ou les photos brillantes de ses événements sociaux. Au moment où nous sommes toutes deux entrées à l'université, l'écart n'était plus seulement matériel. C'était une différence totale de vision du monde. Émilie et moi avions toutes deux été admises dans une université de New York. J'avais choisi la communication tandis qu'Émilie poursuivait la gestion des affaires. Dès le début, mes parents ont annoncé qu'ils couvriraient toutes les études et les frais de subsistance d'Émilie car ils pensaient qu'elle valait l'investissement pour réussir. Quant à moi, mon père a dit sans ambages, « Tu es indépendante. Tu es bonne pour te débrouiller seule. FAFSA et les bourses devraient suffire. » Et c'est ainsi que j'ai été plongé dans un tourbillon de dettes et de petits boulots. J'ai rempli des formulaires FAFSA, postulé à des bourses et travaillé à la bibliothèque universitaire. Le jour, j'assistais aux cours. La nuit, je rangeais des livres, tenais le bureau d'accueil, et vidais même les poubelles. Ces nuits étaient longues. Je tapais des dissertations, puis m'effondrais sur le bureau, les larmes coulant sur mon visage sans personne à qui le dire. Pendant ce temps,
Émilie vivait comme une petite princesse au cœur de la ville. Elle avait son propre appartement loué par nos parents, et ils lui envoyaient des allocations mensuelles sans faute. Les week-ends, je voyais ses photos sur Instagram, vêtue de tenue glamour, un cocktail à la main, son sourire brillant parmi ses amis lors de fêtes somptueuses. Et moi? Ces mêmes week-ends, je travaillais le quart de nuit dans un petit restaurant près du campus. Je lavais la vaisselle jusqu'à ce que mes mains se fissurent, l'odeur de la graisse collant à moi. Quand les clients partaient enfin, je m'affaissais sur une chaise dans la cuisine, penchais la tête en arrière vers le plafond taché, et me murmurais. Mes parents se rendent-ils compte que j'essaie juste de survivre chaque jour? Tard le soir dans le dortoir, quand ma colocataire dormait déjà profondément, j'étais encore penché sur mon vieil ordinateur portable, tapant, mes yeux gonflés par les pleurs et les études en même temps. Il y avait des moments où je me sentais tellement désespéré que je voulais tout abandonner. Mais ensuite je me souviendrai de cette petite fille assise dans une pièce sombre serrant un vieux livre contre sa poitrine, se murmurant, un jour, j'échapperai à ce favoritisme. Ce souvenir me ramenait sur mes pieds. Cela me rappelait que je ne pouvais pas m'effondrer. Je devais prouver ma valeur, pas à mes parents, mais à moi-même. L'expérience d'Émilie était tout le contraire. Pour elle, l'université était comme un festival sans fin. J'ai entendu un jour Émilie se vanter qu'elle ne s'était jamais inquiétée de l'argent de sa vie, que chaque fois qu'elle en manquait, il suffisait d'un appel et maman en transférerait immédiatement plus. Les examens pour lesquels j'étudiais jusqu'à l'épuisement. Émilie s'y préparait avec des tuteurs privés payés par nos parents. Elle a rejoint des clubs étudiants, est partie en week-end et a assisté à des galas glamour. Mes week-ends, en revanche, étaient consacrés à des quarts de nuit tardifs, à peine des siestes agitées sur le bureau de la bibliothèque entre deux travaux. La comparaison me frappait chaque jour. Certains matins, alors que je me traînais hors de la bibliothèque après un quart de nuit, les yeux injectés de sang, je voyais Émilie et ses amis se pavaner, habillés sur leur 31, prêtes pour une autre fête. Émilie me jetait un regard, un demi-sourire qui piquait plus que des mots, et continuait sa route. La honte et la colère montaient en moi, mais je gardais la tête baissée et j'avançais car au fond, je savais que mon chemin ne serait jamais le même que le sien. J'ai survécu à ces années avec une résilience que je ne savais même pas posséder. Oui, j'ai pleuré d'innombrables fois. Il y a eu des nuits où mon oreiller était trempé de larmes. Mais chaque matin, je me levais toujours, sortais, et continuais à me battre. Je croyais de toutes mes forces qu'un jour tous ces efforts porteraient leurs fruits. Je me suis promis silencieusement que quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas le favoritisme de ma famille définir qui j'étais. Ces années de jeunesse m'ont gravé une dure leçon. Certaines personnes reçoivent un tapis rouge dès le départ, tandis que d'autres doivent se frayer un chemin à travers les épines pour créer leur propre voie. Émilie avait une voiture, des fêtes interminables et des parents qui la soutenaient à chaque étape. J'avais des trajets en bus glacé, des services de plonge interminables et de longues nuits accrochées à mon ordinateur portable jusqu'à l'aube. Mais ce sont ces mêmes difficultés qui ont forgé ma force. Je ne réalisais pas encore que plus tard, le jour même de ma remise de diplôme, l'injustice ressurgirait plus vivement que jamais et deviendrait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase, me poussant vers un tournant qui changerait toute ma vie. Le jour de ma remise de diplôme universitaire est arrivé après 4 longues années à jongler entre les cours, les emplois et le poids écrasant d'être oublié dans ma propre famille. Je m'étais toujours dit que ce moment serait une étape qui mériterait tous les sacrifices. Le seul jour où mes parents me considéreraient enfin comme leur enfant, pas moins digne qu'Émilie. Je croyais qu'après toutes ces années à me voir payer mes études, gagner mon propre argent, et prendre soin de moi, ils me donneraient au moins une juste reconnaissance. Je ne rêvais pas d'une maison. Je ne rêvais pas d'une voiture de luxe. J'espérais seulement un cadeau au sens véritable, un mot de félicitations sincère, ou simplement une douce étreinte de mes parents, quelque chose qui me montrerait qu'ils étaient fiers de moi aussi. Ce matin-là, le ciel au-dessus de New York était remarquablement clair. La lumière dorée du soleil se déversait sur la pelouse du campus où des centaines d'étudiants en robes noires et chapeaux carrés se rassemblaient. La musique cérémonielle sonnait brillamment, se mêlant aux acclamations des amis et des familles. L'air était chargé de joie et de célébration. J'ai quitté les rangs des sièges, le cœur battant la chamade, les mains tremblantes en me penchant pour mon diplôme. 4 ans de lutte, les longues nuits à laver la vaisselle, les matins assoupis à la bibliothèque, tout cela est revenu à la surface en un seul instant. J'ai souri, croyant qu'enfin je serais considéré comme l'égal d'Émilie. Quand la cérémonie s'est terminée, les étudiants ont inondé la pelouse du campus pour retrouver leurs proches.
J'ai scanné la foule et j'ai repéré mes parents et Émilie debout sous l'ombre d'un érable. Ils tenaient 2 boîtes cadeaux enveloppées dans du papier brillant avec des rubans rouges vifs. J'ai marché rapidement vers eux, le cœur gonflé d'espoir que cette fois, je serais honoré autant que ma sœur. Ma mère a d'abord tendu la plus grande boîte à Émilie. Émilie l'a déchirée et des exclamations ont retenti autour de nous alors que l'éclat métallique des clés captait la lumière du soleil. C'étaient les clés d'une toute nouvelle maison achetée par mes parents comme cadeau de remise de diplôme. Émilie a crié de joie, jetant ses bras autour d'eux, son visage brillant comme une étoile montant sur un tapis rouge. Mes parents rayonnaient, les yeux remplis de fierté. Je me tenais à côté d'eux, attendant mon tour, le cœur battant d'anticipation. Puis ma mère s'est tournée vers moi et m'a tendu une petite enveloppe. Surprise, je l'ai ouverte, toujours accrochée à l'espoir qu'à l'intérieur je trouverais une lettre sincère ou du moins une petite contribution à mon avenir. Mais quand j'ai vu le seul ticket de loterie à l'intérieur, ma poitrine s'est serrée comme si elle était serrée par du fer, j'ai levé les yeux écarquillés, ma voix tremblante. Maman, c'est vraiment juste un ticket de loterie. Ma mère a souri, complètement inconsciente de l'humiliation dans mes yeux et a dit légèrement, tente ta chance, ma chérie. Tu ne sais jamais, peut-être que ça changera ta vie. Ces mots m'ont frappé comme une gifle froide. Changer ma vie? Après 4 ans à prouver que je pouvais me débrouiller toute seule, cela ne suffisait-il pas pour leur montrer que j'étais déjà digne? Émilie a ricané, sa voix moqueuse portant devant les amis et les parents. Tu es mieux adapté à la chance qu'à la responsabilité. Les maisons, les investissements, l'avenir, c'est mon travail. Toi, tu t'en tiens au ticket de loterie. Qui sait? Peut-être que tu gagneras un jour. Les rires ont éclaté autour d'elle et j'ai senti mon visage brûler de honte et de douleur. Mon père, comme pour mettre fin à la tension, m'a tapoté légèrement l'épaule, mais ses mots sont tombés aussi lourds que du plomb. Tu as toujours été forte, indépendante. Ce ticket te va bien. J'ai mordu si fort ma lèvre que j'ai failli me faire saigner. À cet instant, toutes les attentes que j'avais eues se sont brisées en 1000 morceaux. Je me suis forcé à retenir mes larmes, à rester droite dans la foule. Je ne voulais pas que mes amis ou mes professeurs me voient craquer. Mais à l'intérieur, j'étais devenue silencieuse. Je me suis souvenu de chaque nuit où j'ai étudié jusqu'à 3 heures du matin. De chaque centime amassé lors de longs quarts de travail. De chaque fois que ma mère m'a dit, tu dois céder ta place à ta sœur. Et maintenant, le jour même où j'aurais dû être reconnu, j'étais humilié publiquement avec rien d'autre qu'un ticket de loterie. Émilie continuait de s'accrocher à mes parents, exhibant les clés de sa nouvelle maison, posant pour des photos, son sourire brillant et impeccable, tandis que je me tenais là sur la touche comme une étrangère. Certains de mes camarades de classe me jetaient des regards de pitié tandis que d'autres murmuraient entre eux. Je voulais crier, exiger des réponses, mais ma gorge s'est resserrée jusqu'à ce qu'aucun mot ne puisse en sortir. Tout ce que je ressentais était la piqûre d'une centaine d'aiguilles transperçant directement mon cœur. À cet instant, une amère vérité s'est installée en moi. Aux yeux de mes parents, je n'avais jamais été un enfant digne. Le fait que je puisse me débrouiller toute seule, subvenir à mes besoins, signifiait seulement pour eux que je n'avais pas besoin ou que je ne méritais rien de leur part. Émilie, la fille spéciale, était toujours celle qui méritait tous les sacrifices, tous les investissements. J'ai plié le ticket de loterie, l'ai glissé dans ma poche, et j'ai forcé un étrange sourire pour ne pas faire de scène dans la foule. Mais à l'intérieur, j'avais complètement craqué. Ce fut le moment où j'ai réalisé que l'équité de mes parents ne viendrait jamais. Et à cet instant, une profonde fracture s'est creusée dans le lien familial déjà fragile depuis des années. Une fracture que rien ne pourrait jamais réparer. Je me suis retourné, cherchant un coin tranquille pour respirer, mais les rires d'Émilie et les louanges de mes parents résonnaient encore derrière moi comme des couteaux s'enfonçant plus profondément dans ma poitrine. Je savais qu'à partir de ce jour, je ne regarderais plus jamais ma famille de la même manière. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que le ticket de loterie même que j'avais dédaigné comme une blague cruelle deviendrait le tournant qui changerait tout. Après la remise des diplômes, je ne suis pas retourné dans l'Ohio avec ma famille comme ils s'y attendaient. Au fond, je savais que cette maison n'était plus un foyer, mais un monument au favoritisme et aux cicatrices qui ne guériraient jamais. Au lieu de cela, j'ai emballé mes quelques affaires et j'ai loué un petit appartement à Brooklyn, New York. Il faisait moins de 400 pieds carrés. Les murs étaient pâles et écaillés, le plafond taché de marques d'eau, et la seule fenêtre donnait sur une étroite allée. Mais pour moi, c'était le premier endroit où je me suis vraiment senti libre.
Un espace où chaque centimètre carré était payé de ma propre sueur et de mes efforts. J'ai commencé à travailler à temps partiel dans une petite entreprise de marketing en tant qu'assistante administrative. Le salaire n'était pas élevé, juste assez pour couvrir le loyer, les charges et quelques provisions. Chaque matin, je me faufilais dans le métro avec la foule aux heures de pointe se dirigeant vers le bureau et rentrais tard quand les lumières de la ville brillaient déjà. Je m'asseyais à un bureau près de la fenêtre à saisir des données, à éditer des documents, parfois à préparer du café pour l'équipe. Il y avait des jours où je me sentais complètement épuisé, mais je continuais parce que c'était le seul emploi qui me permettait de survivre dans cette ville chère. Pendant ce temps, mes parents ne m'appelaient presque jamais. Les rares conversations étaient brèves et impersonnelles. « Tu vas bien ?» Rapidement suivi de « Émilie va très bien. »« As-tu vu ces photos sur Facebook ?» Sur le profil de ma mère, les mises à jour étaient interminables. Émilie dans sa nouvelle maison, Émilie dans des robes élégantes, Émilie aux soirées, Émilie avec ses réalisations. Chaque photo était légendée avec des mots comme « si fière de notre petite fille ». J'ai tout vu, mais pas une seule fois ils n'ont mentionné mon nom. C'était comme si j'avais disparu du portrait de famille qu'ils présentaient au monde. Le ticket de loterie qu'il m'avait donné le jour de ma remise de diplôme était toujours dans son enveloppe, rangé dans le tiroir de mon petit bureau d'appartement. Je ne l'ai jamais jeté, mais je n'ai jamais pensé à vérifier les numéros non plus. Pour moi, ce n'était rien de plus qu'une blague cruelle, un rappel clair que mes parents pensaient que je ne méritais que la chance, tandis que tout ce qui était certain et précieux était toujours réservé à Émilie. Chaque fois que mes yeux tombaient sur cette enveloppe, une boule montait dans ma gorge, comme si une voix intérieure murmurait « Peut-être que tu ne seras jamais la fille qu'il voulait ». Je me souviens être rentré après de longues journées de travail dans un appartement si silencieux que j'entendais le tic-tac de l'horloge murale. Je m'allongeais sur le vieux lit que j'avais acheté dans un magasin d'occasion, fixant le plafond taché. Dans mes oreilles résonnaient encore les rires d'Émilie le jour de ma remise de diplôme, la douce voix de ma mère disant « Tente ta chance, ma chérie ». J'avais une fois cru que gagner un diplôme, monter sur scène pour recevoir mon diplôme sous les applaudissements, me vaudrait enfin leur reconnaissance. Mais non, même alors, ils ne me voyaient pas comme quelque chose dont il fallait être fier. Souvent, en rentrant chez moi, je voyais des familles sortir ensemble, des parents tenant la main de leurs enfants en allant dîner ou assis dans des cafés avec des yeux brillants de fierté en regardant leurs enfants. Et je me demandais, pourquoi n'avais-je jamais connu ce sentiment ? Que avais-je fait de mal pour être toujours repoussé à l'arrière pour l'amour qui aurait dû être partagé équitablement, penchant si lourdement vers ma sœur ? Cette question me rongeait, me laissant en larmes d'innombrables nuits, pleurant silencieusement dans mon oreiller comme si c'étaient les seuls bras auxquels je pouvais m'accrocher. Parfois, j'essayais d'appeler à la maison, espérant entendre ne serait-ce qu'un mot de sincère préoccupation. Mais ces appels ne duraient jamais longtemps. Ma mère coupait pour se vanter qu'Émilie avait été invitée à une conférence ou pour s'extasier sur sa nouvelle robe de créateur. Mon père posait une seule question. « Ton travail se passe bien ?» Mais sa voix était distante, distraite, comme si la question elle-même n'était qu'une formalité. Au fil du temps, j'ai réalisé que plus je cherchais leur attention, plus leur indifférence me repoussait. Une nuit, en ouvrant le réfrigérateur et en n'y trouvant qu'une brique de lait presque périmée et un petit morceau de fromage, je me suis affalé sur une chaise et j'ai ri amèrement. Je me suis souvenu de notre cuisine à la maison, toujours débordante de nourriture, mais où Émilie recevait toujours les meilleures portions. J'étais toujours celle qui mangeait en dernier, raclant ce qui restait. Maintenant, dans cette ville inconnue avec rien d'autre qu'un morceau de fromage, au moins cela m'appartenait. Personne ne pouvait me le prendre. J'ai commencé à tenir un journal, à écrire chaque pensée, chaque douleur, chaque rêve que je n'avais pas osé exprimer à voix haute. J'écrivais pour ne pas oublier qui j'étais, pour ne pas être effacé par l'invisibilité que ma famille m'avait imposée. Et page après page, je revenais toujours à une question. Si je n'avais pas cette famille, qui deviendrais-je ? Peut-être que ces journées solitaires m'ont appris la leçon la plus importante de toutes. J'ai fini par comprendre que l'amour des parents ne vient pas toujours comme nous en avons besoin. Certaines familles aiment leurs enfants seulement de la manière qu'elles choisissent, pas de la manière dont leurs enfants en ont vraiment besoin. Et pour moi, cette dure vérité n'avait jamais été plus claire. Pourtant, j'ai refusé de m'effondrer. Je continuais à me lever tôt, à aller travailler, à apprendre à sourire face à l'adversité. Je savais que si je tombais, personne ne serait là pour me relever, sauf moi-même. Et j'ai fait une promesse au plus profond de moi. Même si je ne recevais jamais l'amour complet de mes parents, je trouverais ma propre valeur,
une valeur que personne ne pourrait nier. Je ne savais pas encore que le ticket de loterie même que j'avais dédaigné comme une blague cruelle ouvrirait un jour la porte à un chemin entièrement différent, changeant tout pour toujours. Environ 6 mois après la remise des diplômes, alors que je luttais encore avec mon travail à la petite entreprise de marketing et mon appartement exigu à Brooklyn, j'ai reçu un appel inattendu de ma mère. Sa voix au téléphone portait le même ton familier, mi-doux, mi-autoritaire. Eleanor, rentre à la maison ce week-end pour dîner chez tante Sophia. Toute la famille a une annonce importante à faire. Tante Sophia était la tante de ma cousine à Columbus, celle qui avait la maison spacieuse où les réunions de famille étaient souvent organisées. J'ai été surprise car il était rare que mes parents m'invitent à revenir, mais la curiosité m'a poussé à accepter à contre-cœur. Le lendemain, j'ai pris un vol à bas prix pour l'Ohio. Et la maison de Sophia brillait de lumière, le jardin avant aménagé avec une longue table drapée de tissu blanc, des lanternes suspendues bas, projetant une douce lueur dorée. Je suis entré pour trouver tout le monde déjà assis autour de la table, les rires remplissant l'air. Émilie portait une robe rouge moulante, dégageant confiance tandis que mes parents étaient assis rayonnant de part et d'autre d'elle. Dès que je me suis assise, ma mère a levé la voix avec une chaleur habituelle. Aujourd'hui est un jour spécial. Nous voulions partager cette merveilleuse nouvelle avec vous, une victoire. J'ai regardé autour de moi, attendant, une faible espérance vacillant en moi, que peut-être cette fois il penserait à moi, m'offrirait un mot de félicitation, une forme de reconnaissance. Mais ensuite mon père s'est raclé la gorge et a déclaré fièrement, nous allons sponsoriser l'intégralité du mariage d'Émilie. Une grande célébration luxueuse dans le plus grand hôtel 5 étoiles de la ville, suivie d'une lune de miel à Hawaï. Nous couvrirons toutes les dépenses. Des applaudissements ont éclaté de la part de quelques parents voisins. Émilie a rayonnant, penchant la tête contre l'épaule de notre mère, sa voix chantant et triomphante. Je savais que tu me soutiendrais toujours. Merci, maman et papa. Je vous aime plus que quiconque au monde. Je suis resté figé, mes doigts serrant le bord de la nappe pendant qu'une tempête faisait rage en moi. Des images ont traversé mon esprit. Les années où j'avais combattu seul, noyé sous la dette étudiante juste pour passer mon diplôme. Les nuits où je mangeais des nouilles instantanées dans un appartement sombre pendant qu'Émilie baignait dans un confort sans fin. Et maintenant, voici mes parents annonçant qu'ils dépenseraient des centaines de milliers de dollars pour le mariage de rêve d'Émilie alors qu'ils n'avaient jamais offert même un petit geste de soutien pour moi. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai levé la tête, ma voix seulement ferme. Quand allez-vous m'aider? Juste une fois? Juste une fois. La table s'est tue pendant plusieurs secondes comme si personne ne pouvait croire que j'avais osé prononcer ces mots. Mon père fronça les sourcils. Ma mère se déplaça avec gêne. Et Émilie a rapidement interrompu, ses yeux brillants de moquerie. Parce que tu n'es pas assez bien pour mériter de l'aide, Eleanor. Maman et papa n'ont aucune raison d'investir dans quelqu'un qui n'est pas exceptionnel. Ces mots me transperçaient comme une lame. Mes mains tremblaient sur la table, tout mon corps tremblait de colère et du poids de la douleur inexprimée. J'ai fixé ses yeux, puis me suis tourné vers mes parents. Un étrange calme m'a envahi, et ma voix est sortie claire et inébranlable. Ce n'est pas parce que je ne suis pas assez bien. C'est parce que je refuse d'être aveuglément obéissante comme elle. Je ne sais pas me courber la tête et jouer la princesse dans cette famille, mais au moins je sais me tenir sur mes propres pieds. Je n'ai besoin de personne pour m'acheter du bonheur. Oh. La table entière est devenue silencieuse. La bouche d'Émilie était ouverte, ma mère sursauta, ses yeux lançaient de colère, tandis que le visage de mon père devenait rouge comme si je l'avais humilié devant toute la famille. Je pouvais sentir tous les regards fixés sur moi. Mais étrangement, je n'ai ressenti aucune peur. Au contraire, une vague de soulagement m'a envahi comme si j'avais enfin dit à voix haute les mots que j'avais avalés pendant plus de 20 ans. Je me suis lentement levé, le grincement de ma chaise raclant le sol en bois résonnant dans l'air tendu. J'ai posé ma serviette soigneusement sur la table, laissant mon regard balayer les parents autour de moi. Leurs expressions étaient un mélange de choc, d'agacement, même quelques têtes secouant de désapprobation. Je n'ai rien ajouté d'autre. J'ai juste donné un léger sourire amer. Puis je me suis retourné et je suis sorti directement de cette pièce lumineuse. Personne ne s'est levé pour m'arrêter. Personne n'a appelé après moi. Pas une seule main ne s'est tendue. La porte s'est fermée derrière moi, coupant les rires gênés et les murmures étouffés. Dehors, l'air nocturne d'Ohio mordait froid sur mon visage, mais ma poitrine brûlait de chaleur. Pour la première fois de ma vie,
j'avais affronté directement. Sans plus avaler ma douleur en silence. J'ai marché le long du chemin étroit vers le parking, les faibles lampadaires étirant mon ombre sur le sol. Chaque pas semblait couper le lien invisible qui me liait depuis des années. Cette nuit-là, je me suis installé dans un motel bon marché et je me suis assise tranquillement dans la petite pièce, fixant l'enseigne au néon clignotante à l'extérieur de la fenêtre. Je ne me sentais ni triomphante, ni heureuse, seulement une profonde tristesse et un vide creux. Pourtant, en dessous, je sentais une petite graine de liberté commencer à germer. J'avais parlé. J'avais fui. Et je n'avais aucune idée que ma vie allait bientôt changer de manière inimaginable. Tout a commencé avec le ticket de loterie que j'avais autrefois considéré comme une blague cruelle. En rentrant de l'Ohio, j'ai repris le rythme épuisant de New York. Mon petit appartement à Brooklyn était exigu et sombre, mais c'était le seul endroit où je me sentais en sécurité. Au moins, il n'y avait pas de regard dédaigneux de ma sœur ou de voix autoritaires de mes parents. Je passais mes journées à travailler à l'entreprise de marketing, à prendre des projets indépendants supplémentaires juste pour joindre les deux bouts. La pièce était toujours encombrée de livres, de papiers et de vêtements éparpillés partout. Un soir de week-end, j'ai décidé de ranger, espérant que cela éclaircirait aussi mon esprit. En ouvrant le tiroir du bureau, j'ai soudainement repéré la fine enveloppe coincée entre de vieux documents. Mon cœur a fait un bond. C'était l'enveloppe que ma mère m'avait tendue le jour de ma remise de diplôme. Lentement, je l'ai ouverte, et là, il y avait le ticket de loterie, ses bords jaunis par le temps. Un rire amer m'a échappé. Pendant des mois, j'avais presque oublié son existence, le traitant comme un cruel rappel que je refusais de toucher. Mais cette nuit-là, pour des raisons que je ne pouvais expliquer, je l'ai tenue, la retournant sous la faible lueur de la lampe. Tente ta chance, ma chérie. Tu ne sais jamais, peut-être que ça changera ta vie. La voix de ma mère résonnait dans mon esprit, chaque mot aigu et moqueur. J'ai soupiré, sur le point de la remettre dans l'enveloppe quand mes yeux ont capté la série de chiffres imprimés dessus. Une pensée m'a traversé l'esprit. Pourquoi ne pas vérifier juste une fois? Au moins, je pourrais enfin fermer la porte à cette blessure persistante. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis allé sur le site officiel de la loterie de New York. Mes mains tremblaient en tapant les numéros. Je ne m'attendais à rien. Je pensais juste rire et fermer l'écran. Mais quand les numéros gagnants sont apparus, mon cœur s'est serré. Le premier numéro correspondait. J'ai froncé les sourcils, pensant que c'était juste une coïncidence. Puis le deuxième numéro a correspondu aussi. Ma respiration s'est accélérée, mes yeux se sont élargis, mon cœur battait la chamade. J'ai murmuré chaque numéro à voix basse, les comparant un par un. Le troisième, le quatrième, le cinquième, ils correspondaient tous. Et quand le dernier numéro s'est allumé à l'écran, je suis devenu complètement engourdi. J'ai tenu le ticket dans ma main, incapable de croire ce que je voyais. Jackpot, 100 millions de dollars. Tout autour de moi semblait figé. Le bruit des voitures à l'extérieur, le cliquetis des tuyaux dans les murs, tout s'est estompé au loin. Tout ce que j'entendais était le battement assourdissant de mon propre cœur. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai presque laissé tomber le ticket. Des larmes ont jailli et ont coulé chaudes sur mes joues. J'ai éclaté en sanglots, le son résonnant dans mon petit appartement. Mon esprit est retourné au jour de ma remise de diplôme, ma mère me tendant l'enveloppe, sa voix disant « Tente ta chance. Peut-être que ça changera ta vie. » Le rire moqueur d'Émilie devant nos amis. La tape condescendante de mon père sur mon épaule confondant dédain pour encouragement. J'avais traité ce ticket comme une blague, comme une preuve de combien peu il me valorisait. Et pourtant, le voici, ouvrant la porte à une vie entièrement nouvelle. Je me suis assise par terre, serrant le ticket pendant que les larmes brouillaient ma vision. Mais à l'intérieur, j'ai ressenti une clarté plus aiguë que jamais. Pendant des années, j'avais combattu pour gagner leur reconnaissance, pour prouver que j'étais digne d'amour. Mais en ce seul moment, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin d'eux. Ma vie avait changé, non pas à cause de leur amour ou de leurs investissements, mais à cause de la chose même qu'ils méprisaient comme sans valeur. En moi, une voix s'est élevée, à la fois douloureuse et rebelle. Alors, c'est la chose même qu'ils ont méprisée qui m'a donné une nouvelle vie. Je suis resté là longtemps, laissant les émotions m'envahir. Choc, incrédulité, joie, et une douleur douce amère. J'ai compris alors que 100 millions de dollars n'étaient pas seulement de l'argent. C'était une chance de sortir de l'ombre, de prendre le contrôle de mon destin.
Plus important encore, c'était la preuve vivante que ma valeur n'avait jamais reposé entre les mains de mes parents ni dans leur favoritisme envers Émilie. Ma valeur était toujours dans ma résilience, mon indépendance. Et maintenant, dans ce ticket, qu'il m'avait jeté comme une blague cruelle. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le ticket de loterie pendant des heures, incapable de détourner le regard de ces numéros fatidiques. 1000 questions tournoyaient dans ma tête. Que allais-je faire de cet argent? Devais-je le partager avec ma famille ou le garder pour moi? Plus je pensais, plus j'étais sûr qu'aucun d'eux ne méritait un seul centime. C'était ma chance de réécrire ma vie, et elle m'appartenait uniquement. Quand la lumière de l'aube a filtré par la fenêtre, je me suis levé et j'ai essuyé les dernières larmes. Je savais qu'à partir de ce moment, tout avait changé. Eleanor Hart, la fille négligée, méprisée, oubliée, ne vivrait plus dans l'ombre. J'avais trouvé ma propre voie, commençant par ce ticket de loterie que ma famille avait traité comme une blague. Mais pour moi, ce n'était rien de moins que le billet pour une toute nouvelle vie. Après cette nuit fatidique, quand j'ai réalisé que je tenais un ticket d'une valeur de 100 millions de dollars, j'ai refusé de me laisser agir impulsivement. Je comprenais trop bien que l'argent pouvait être un salut, mais il pouvait aussi devenir un piège si je n'étais pas prudente. Toute ma vie, j'avais été traitée comme si je n'avais pas d'importance, et je n'allais pas laisser ce cadeau inattendu se transformer en tragédie. Alors, dès le lendemain matin, j'ai cherché en ligne comment réclamer un jackpot en toute sécurité. Chaque article répétait le même conseil. Trouvez d'abord un avocat et un conseiller financier. J'ai noté quelques noms et j'ai fini par contacter un cabinet d'avocats à Manhattan connu pour traiter les cas de loterie importants. Quelques jours plus tard, je suis entré dans un brillant immeuble de verre, le cœur battant alors que le vieux ticket reposait dans ma poche. Assise en face de moi dans la salle de conférence se trouvait Carol Anderson, une avocate et conseillère financière avec plus de 20 ans d'expérience. Elle semblait avoir la cinquantaine, ses cheveux grisonnants attachés proprement en arrière, sa voix ferme mais chaleureuse. La première chose que vous devez comprendre, a-t-elle dit, me regardant droit dans les yeux, c'est que vous ne devez pas laisser votre famille ou vos amis connaître cet argent avant d'avoir un plan pour le protéger. Une somme comme celle-ci fera de vous une cible. J'ai hoché la tête, me sentant à la fois craintive et rassurée. Au cours d'une série de réunions, Carole m'a guidé étape par étape. Elle m'a conseillé qu'au lieu de prendre des versements annuels, je devrais opter pour la somme forfaitaire, mais par le biais d'un trust établi en mon nom pour protéger mon identité. Elle m'a aidé à constituer une équipe de professionnels de l'investissement pour créer un plan à long terme. Une partie dans des obligations d'État, une partie dans des actions sécurisées et une portion conservée en liquide comme réserve de trésorerie. Chaque chiffre, chaque clause, elle l'a expliqué soigneusement. J'ai pris des notes diligemment pour la première fois, sentant que mon avenir était vraiment entre mes propres mains, ne dépendant plus de personne d'autre. Le jour où j'ai officiellement signé la réclamation, Carole se tenait à côté de moi, vérifiant soigneusement chaque document. Je me souviens encore de la sensation du stylo glissant sur le contrat, comme si j'écrivais un nouveau destin pour moi-même. Quand je suis sorti de ce bâtiment, je ne tenais pas un de ces chèques de loterie surdimensionnés que l'on voit sur les nouvelles, mais une simple feuille de papier, une confirmation de fonds. Pourtant, elle portait le sens le plus lourd. À partir de ce moment, je n'étais plus la fille épuisée qui se débrouillait avec des quarts de nuit tardifs. La toute première chose que j'ai faite a été de rembourser mes dettes étudiantes écrasantes. Je me suis connecté à mon compte bancaire, j'ai cliqué sur le bouton pour régler le solde intégral, et j'ai regardé l'écran afficher les mots soldés. Des larmes ont coulé sur mes joues à nouveau, mais cette fois elles provenaient d'un pur soulagement. Pendant des années, j'avais vécu sous l'ombre constante de la dette, étirant soigneusement chaque salaire juste pour effectuer les paiements minimums. Maintenant, ce fardeau avait disparu. Immédiatement après, j'ai donné ma démission de l'entreprise de marketing. Je les remercie sincèrement pour l'opportunité, mais à l'intérieur, je savais que j'avais tourné une page. Ma vie n'était plus confinée à la survie. Elle s'ouvrait sur quelque chose de tout à fait nouveau. Pourtant, j'ai refusé de me laisser dilapider. Carole me rappelait sans cesse que la vraie richesse ne consiste pas à se montrer, mais à la garder secrète et à la gérer judicieusement. J'ai écouté. J'ai déménagé de l'appartement exigu de Brooklyn à un appartement de luxe à Manhattan avec des fenêtres du sol au plafond surplombant la ligne d'horizon de la ville. C'était spacieux, moderne, avec un bureau et une cuisine entièrement équipés. Mais je ne l'ai jamais posté en ligne, jamais je ne me suis vanté auprès de personne. Chaque matin, je m'asseyais près de la fenêtre avec une tasse de café,
regardant le lever du soleil peindre les gratte-ciel en rouge, mon cœur rempli d'une paix que je n'avais jamais osé rêver auparavant. Je me suis fait une promesse, une limite claire que je ne briserai jamais. Personne dans ma famille n'utilisera jamais un seul dollar de cet argent. Ils avaient choisi le favoritisme. Ils avaient choisi de m'abandonner. Maintenant, ils vivraient avec ce choix. Cet argent n'était pas destiné à réparer l'injustice ni à acheter leur approbation. C'était pour moi, pour l'avenir que j'allais construire, et pour les gens vraiment dignes d'aide. J'ai commencé à esquisser des plans à long terme, à mettre de côté une partie des fonds pour soutenir les étudiants défavorisés, ceux comme moi qui devaient autrefois travailler jusqu'à l'épuisement juste pour avoir la chance d'étudier. Je n'avais encore rien annoncé, mais l'idée avait déjà pris racine dans mon cœur, une façon de transformer ma douleur en espoir pour quelqu'un d'autre. La nuit, assise seule dans mon nouvel appartement, je repensais souvent au passé, au ticket de loterie autrefois dédaigné comme une blague. Si je l'avais jeté ce jour-là, je serais probablement encore en train de récurer la vaisselle dans un restaurant, de m'effondrer sur mon bureau avec les yeux gonflés par les nuits blanches. Mais la vie avait changé, non pas à cause de l'amour de mes parents, mais à cause de ma résilience et d'un étrange coup du sort qu'ils n'avaient jamais valorisé. Je savais que la tempête n'était pas terminée. Tôt ou tard, ma famille réaliserait que je ne vivais plus dans la pauvreté. Et quand ce jour arriverait, ils viendraient me chercher, exigeants, essayant de s'accrocher à moi. Mais j'étais prête. J'avais un plan. J'avais des limites. Et cette fois, je ne reculerai pas. Je protégerai ce qui était à moi jusqu'au bout. Les mois qui suivirent, je vécus une vie que j'avais autrefois seulement imaginée. Plus de peur de la dette, plus de quarts de nuit épuisants. Je passais mon temps sur moi-même, à lire, à suivre des cours du soir, parfois à errer dans les rues de Manhattan juste pour sentir le pouls de la ville. J'ai tenu ma promesse. Pas de gaspillage, pas de vantardise, pas de faire savoir à ma famille l'argent. Mais le destin trouve toujours un moyen de révéler les choses que nous essayons le plus de garder cachées. Un samedi matin d'automne, j'ai décidé de sortir ma nouvelle Tesla pour une promenade. J'avais l'intention de la garder dans le garage et de continuer à prendre le métro comme d'habitude, mais le temps était magnifique ce jour-là, et je voulais me faire plaisir. Je me suis arrêté dans un petit café près de Central Park. À ma grande surprise, parmi les clients, il y avait quelqu'un que je reconnaissais, Madame Mitchell, notre ancienne voisine de Columbus, une femme célèbre pour son amour du commérage. Elle m'a repéré, son visage s'illuminant d'excitation. « Eleanor, tu vis à New York et tu conduis une Tesla. C'est merveilleux. Tu dois bien te porter maintenant, n'est-ce pas ?» J'ai forcé un sourire poli, lui ai donné une vague réponse, mais à l'intérieur, je savais que cette nouvelle atteindrait l'Ohio plus vite que n'importe quel avion. Effectivement, moins d'une semaine plus tard, ma mère m'a appelé. Cela faisait des lustres qu'elle ne m'avait pas appelé, mais cette fois, sa voix portait une douceur inhabituelle. « Eleanor, comment vas-tu ? Tu me manques tellement. Ton père et moi avons parlé avec Emily, et nous pensons qu'il est temps que la famille se réunisse à nouveau. Pourrais-tu venir à la maison pour une visite ? » Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes, goûtant l'artificialité dans chaque mot. Mes parents ne m'avaient jamais manqué. Sans ces rumeurs, ils feraient toujours semblant que je n'existais pas. Le même après-midi, j'ai reçu un message d'Emily. Elle ne m'avait jamais contacté de sa propre initiative, mais cette fois, les mots sur mon écran m'ont fait rire amèrement. J'ai entendu dire que tu allais plutôt bien ces jours-ci. Je prévois d'ouvrir ma propre boutique. J'ai juste besoin d'un capital de départ. Tu m'aideras, n'est-ce pas ? Considère cela comme des sœurs qui se soutiennent. J'ai fixé son message, me souvenant de toutes les fois où elle s'était moquée de moi pour ne pas être assez bien pour mériter de l'aide. Et maintenant, c'était elle qui tendait la main. J'ai tapé une courte phrase, tranchante comme une lame et pleine d'ironie. Alors maintenant, c'est moi la spéciale, hein ? Il n'y a pas eu de réponse immédiate. Mais ce soir-là, mon père m'a appelé. Sa voix semblait raide, forcée. Eleanor, ta mère et moi savons que nous n'avons peut-être pas toujours été justes par le passé, mais tu es notre fille. La famille, c'est toujours la famille. Rentrez à la maison ce week-end pour dîner. Parlons des choses. Je me suis assise dans mon appartement silencieux, écoutant chaque mot. Je n'étais plus l'enfant affamé de louanges. J'avais tout ce dont j'avais besoin pour me tenir debout toute seule. Pourtant, l'amertume montait en moi. Il ne venait me voir maintenant que parce qu'il sentait l'argent.
Le lendemain, un autre appel est arrivé, cette fois d'Émilie elle-même. Sa voix était pleine de rires joyeux, affectant la chaleur. Sœur, la famille dînait ce week-end. S'il te plaît, rentre à la maison. Ça fait si longtemps que nous n'avons pas parlé correctement. Je veux vraiment que nous soyons à nouveau proches. Je pouvais entendre le faux dans chaque rire, chaque mot. Si j'étais toujours en train de lutter avec des petits boulots et de me noyer dans les dettes, Émilie aurait-elle jamais voulu que nous soyons à nouveau proches? Je suis resté assise en silence pendant longtemps après avoir raccroché le téléphone. De vieux souvenirs sont revenus en cascade. Le sac à dos usé que je portais à 12 ans. Les gâteaux d'anniversaire partagés où mon nom était serré dans un coin oublié. Les fêtes où je restais sur la touche pendant qu'Émilie baignait dans la lumière. Je me suis souvenu du jour de ma remise de diplôme. Le ticket de loterie qui m'a été remis comme une blague cruelle. Le sourire moqueur d'Émilie. La voix de ma mère disant « Tente ta chance, ma chérie ». Tout cela m'est arrivé en même temps, me laissant sans souffle. Et maintenant, alors que la chance avait vraiment changé ma vie, il revenait soudainement en faisant semblant que rien ne s'était passé. J'ai décidé que j'assisterais au dîner, non pas parce que j'espérais une réconciliation, mais parce que je voulais affronter la vérité de front. Je voulais voir ce qu'il dirait lorsqu'il serait confronté à une Éléanore qui n'était plus pauvre, qui n'était plus désespérée d'obtenir des miettes d'affection. Je voulais entendre les mots sortir de leur propre bouche pour pouvoir y mettre fin à mes propres conditions. Ce soir-là, en faisant mes bagages, mes yeux sont tombés sur l'ancien ticket de loterie pressé entre les pages de mon journal. J'ai effleuré les numéros avec mes doigts, un léger sourire étirant mes lèvres. Autrefois, il me l'avait donné comme un signe de mépris. Maintenant, c'était la raison pour laquelle il prétendait me manquer. J'ai fermé le journal et je me suis murmuré, d'accord, alors. S'ils veulent me rencontrer, je vais leur montrer qui est Éléanore Hart maintenant. Plus tard dans la soirée, j'ai pris un vol de nuit pour Columbus. Dans le taxi de l'aéroport à la maison d'Émilie, j'ai regardé par la fenêtre les rues familières de mon enfance floues sous la lueur des lampadaires. Chaque coin, chaque rangée d'arbres portait des souvenirs de favoritisme et d'injustice. Mais cette fois, je n'étais plus la petite fille qui attendait des miettes d'amour. Je revenais en tant que quelqu'un d'entièrement différent, prête à les affronter sans peur. La maison d'Émilie est apparue devant moi. Un manoir nouvellement construit dans une banlieue riche. Murs blancs peints, immenses fenêtres vitrées, une allée pavée de pierres brillantes. Une lumière dorée coulait de l'intérieur, la faisant ressembler à un château miniature. Je suis entré, mes talons claquant doucement sur le sol en marbre. Mes parents se tenaient à l'entrée, leurs visages étirés en sourires forcés. « Éléanore, tu es à la maison », s'est exclamée ma mère, s'avançant pour une brève étreinte qui semblait bien plus froide que la chaleur qu'elle essayait de montrer. Mon père a seulement hoché la tête, ses yeux me scrutant de la tête aux pieds comme pour confirmer si les rumeurs de ma transformation étaient vraies. La table à dîner se trouvait au centre du salon, drapée de linge blanc immaculé, des bougies vacillantes, des assiettes de steak, de salade et de vin rouge méticuleusement arrangés. Émilie était assise à la tête de la table, vêtue d'une robe de soirée scintillante, ses cheveux coiffés à la perfection, souriant comme la reine de la nuit. « Alors, tu es venue » a-t-elle dit, sa voix douce mais empreinte d'arrogance. « Assieds-toi. Nous avons beaucoup à discuter. » Après quelques minutes de petites conversations gênantes sur mon travail, de commentaires sur ma mine mince, d'éloges interminables sur la beauté et le succès d'Émilie, la conversation a viré à son véritable objectif. Mon père a posé son verre de vin, sa voix devenant ferme. « Éléanore, sois directe. Maintenant que tu es stable, maintenant que tu as les moyens, il est temps de penser à la famille. Émilie prépare son mariage, et les coûts ne sont pas minimes. Elle veut aussi agrandir cette maison. De plus, il y a des dettes de cartes de crédit. Tu peux nous aider avec ça, n'est-ce pas ?» Ces mots planaient dans l'air comme une lame coupant le silence. Je les ai regardés, sentant à la fois une amère amusement et une tristesse monter en moi. Tout ce prétendu désir, toutes ces invitations chaleureuses à rentrer à la maison, n'avaient été qu'un prélude à la vraie question, l'argent. J'ai posé mon verre, ma voix basse mais ferme. Quand j'étais à l'université, qui m'a aidé quand je travaillais 3 emplois juste pour payer mes études, qui m'a soutenu? Ma mère hésita un instant, puis retrouva rapidement son ton sucré. C'était pour te rendre plus forte. Nous voulions te rendre plus résistante. Un rire creux m'échappa. Ce n'était pas de la formation. C'était de l'abandon.
C'était me laisser me battre seul pendant qu'Émilie avait tout reçu sur un plateau. L'air autour de la table devint lourd. Émilie, incapable de supporter le silence, intervint de son ton moqueur. Tu as toujours été jalouse. Toute ta vie, tu as refusé d'admettre que j'étais meilleure. Et maintenant, même avec de l'argent, tu es toujours mesquine, trop étriquée d'esprit pour être généreuse avec ta propre famille. Je me suis tourné vers elle, mes yeux calmes, ma voix délibérée, chaque mot aigu. Au moins, je ne vis pas au crochet de nos parents comme un enfant qui refuse de grandir. J'ai payé mes dettes. J'ai étudié seul. Je me suis tenu sur mes deux pieds. Et toi? Que as-tu d'autre que des dépenses d'argent qui n'a jamais été le tien? Émilie se figea, ses lèvres tremblant comme pour argumenter, mais aucun son ne sortit. Ma mère paniqua. Éléanore, ne dis pas ça. C'est toujours ta sœur. Le front de mon père se plissa, sa main agrippant le verre de vin si fort que ses jointures devinrent blanches. Toute la table du dîner sembla figée, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Plus de rires, plus de plaisanteries vides, juste le cliquetis dur des couverts contre les assiettes résonnant dans le silence. J'ai regardé chaque visage. La colère brûlant dans les yeux de mon père. Le malaise clignotant dans ceux de ma mère. L'humiliation gravée sur l'expression d'Émilie. À cet instant, j'ai ressenti la frontière invisible entre moi et cette famille aussi clairement que si elle était gravée dans la pierre. J'avais franchi un nouveau monde, un monde qu'il ne pouvait plus contrôler, ni dénigrer. Il pouvait essayer de peindre l'illusion de l'amour familial, mais la vérité était indéniable. Pour eux, je n'avais jamais été qu'un outil pour obtenir ce qu'ils voulaient. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai esquissé un léger sourire. Vous voulez que j'aide Émilie? Dites-moi honnêtement, avez-vous jamais pensé à m'aider, même une seule fois? Parce que dans vos yeux, je n'étais jamais assez spécial. Mais je suis désolé. Je ne suis plus l'enfant naïf qui attend des miettes d'affection. Personne ne dit un mot de plus. La grande pièce, éclairée par des lustres, semblait plus froide que la glace, suffocante dans son silence. La table entière du dîner était figée, comme si chaque voix avait été arrachée de leur gorge. Et je savais que ce n'était que le début de la vraie confrontation, le moment où je tracerais enfin une ligne et mettrais fin aux longues années d'être rabaissé. Je suis resté assise encore un moment, regardant la table somptueuse. Les bougies vacillantes, le délicat tintement des couverts, le riche parfum du vin coûteux. Tout avait l'air luxueux. Pourtant, à l'intérieur, je ne ressentais que le vide. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était un procès déguisé, mis en scène pour exiger et exploiter. Et j'en avais fini de jouer mon rôle. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis levé lentement. La chaise a raclé le sol, son son aigu coupant le silence, attirant tous les regards sur moi. Je les ai regardés, mon père, ma mère, Émilie. Des visages que je connaissais si bien, maintenant déformés par la déception et la tromperie. Ma voix a retenti, ferme et froide. La famille n'est pas une excuse pour exploiter. J'en ai assez enduré. Pendant des années, je me suis tenu seul, j'ai combattu seul. Qu'est-ce que je vous dois, à part des cicatrices? Ma mère sursauta, ses lèvres tremblant. Éléanore, qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes une famille. Tu ne peux pas simplement tourner le dos. De mon sac, j'ai sorti un chèque en blanc. Le papier immaculé brillait sous les lumières. Je l'ai posé sur la table devant eux. Les yeux d'Émilie se sont immédiatement illuminés, convaincus que j'allais enfin le signer. Jouer enfin la fille et la sœur obéissante. Mais au lieu de tendre la main pour un stylo, j'ai tenu fermement le papier et je l'ai déchiré en morceaux. Morceau après morceau a flotté sur la table et par terre, le son du papier déchiré tranchant l'attention. Ceci, ai-je dit lentement, mon regard fixe sur chacun d'eux, et ma réponse. Pas un seul centime de ce que j'ai n'atteindra jamais vos mains parce que vous ne m'avez jamais vu comme une fille ou une sœur. Vous n'avez jamais vu qu'un portefeuille à vider. La pièce est tombée dans un silence lourd. Le visage d'Émilie devint cramoisi, ses yeux me fixant de fureur. Elle s'est levée d'un bond, criant « Tu es folle. Tu as tout cet argent et tu ne veux pas partager. Tu m'as toujours été jalouse, et maintenant tu te venges comme ça. » Ma mère a éclaté en sanglots, les larmes coulant sur ses joues. Éléanore, ne fais pas ça. Ne sois pas si cruelle. Nous sommes toujours une famille. Mon père a frappé sa main sur la table, le verre de vin tremblant violemment. Ça suffit.
Si tu sors par cette porte, ne reviens jamais. N'ose plus jamais nous appeler. Sa voix tonnait de rage, mais en regardant dans ses yeux, je n'ai pas vu de force. J'ai vu du désespoir. Je les ai regardés une dernière fois, et mon cœur ne tremblait plus. Un calme m'a envahi, comme si une chaîne invisible s'était enfin rompue. Sans un mot de plus, je me suis tourné et je suis parti. Le son de mes talons frappant le sol en marbre résonnait à travers le silence étouffant de la pièce derrière moi. La voix d'Émilie se brisa de désespoir. Éléanore, reviens. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Ma mère sanglotait, appelant mon nom encore et encore. Mon père criait, sa voix dure et menaçante. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Jamais. Les lourdes portes se sont fermées derrière moi, excluant leurs cris, leurs larmes, leur colère. Dehors, l'air nocturne a caressé mon visage, frais et libérateur, portant avec lui une liberté que je n'avais jamais connue. Pas à pas, j'ai senti le poids de 23 ans se retirer de mes épaules. Dans le trajet de retour à mon hôtel, j'ai regardé par la fenêtre du taxi pendant que les lumières de la ville défilaient. Un étrange mélange de tristesse et de soulagement m'a envahi. J'avais passé toute ma vie à attendre leur approbation, un mot de louange, une étreinte sincère. Mais maintenant, j'ai compris que je n'en avais plus besoin. Je n'avais pas besoin de leur reconnaissance pour connaître ma valeur. J'ai passé toute ma vie à attendre qu'ils me reconnaissent, ai-je murmuré à moi-même, mais maintenant je me reconnais moi-même. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que couper les liens n'était pas une perte. C'était un début. Je n'étais plus l'enfant qui mendiait un amour à sens unique. J'étais devenue une femme libre et ma vie serait écrite par moi et par moi seule. Après être sorti de ce dîner de famille, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Leurs cris, leurs réprimandes, leurs regards condamnants, tout cela est resté enfermé derrière ces portes tandis que je m'avançais sur un nouveau chemin. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment libre. Et cette liberté ne venait pas seulement de l'argent que j'avais, mais de la décision claire et résolue de tracer une frontière avec les personnes même qui m'avaient causé la plus profonde douleur. J'ai commencé à vivre la vie que j'avais autrefois seulement imaginée. J'ai voyagé dans les endroits où j'avais longtemps rêvé d'aller mais que je pensais impossible. Je me suis tenu à Paris sous la tour Eiffel, contemplant le ciel européen. J'ai parcouru les vieilles rues de Kyoto, respirant l'odeur des fleurs de cerisier et du printemps. Je me suis assise sur une plage hawaïenne, écoutant les vagues se briser doucement sur le sable. Et pour la première fois, je me suis senti complètement en paix. Chaque voyage était une façon de guérir une vieille blessure, de la remplir de souvenirs nouveaux et radieux. Mais je n'ai pas seulement voyagé, j'ai appris. J'ai suivi des cours du soir sur l'investissement, les langues et l'art. J'ai lu davantage, écrit davantage, et je me suis permis de vivre ce que mon enfance étouffée m'avait autrefois refusé. J'ai assisté à des séminaires, rencontré des gens partageant la même détermination, et découvert à quel point le monde était vaste. Je n'étais plus la petite Éléanore Hart vivant dans l'ombre d'Émilie. J'étais devenue quelqu'un d'entièrement différent, forte, libre, et pleine d'ambition. Mais plus que tout, j'ai choisi d'investir dans la communauté. Je me suis souvenu trop clairement à quel point j'avais été désespéré autrefois, jonglant avec 3 emplois juste pour payer mes études. Je me suis souvenu de la piqûre de voir des amis dont les parents les soutenaient, alors que je ne comptais que sur mes propres mains et mes nuits blanches. Je ne voulais que personne d'autre ne vive cela. Alors, j'ai créé un fonds de bourse appelé Shine On, dédié aux étudiants issus de familles en difficulté qui aspiraient toujours à réaliser leurs rêves. Je n'ai jamais révélé mon identité lors des dons. Je soutenais discrètement car pour moi, le bonheur ne venait pas d'être loué, mais de voir les autres avoir une chance. Ma nouvelle vie m'a rendu plus calme chaque jour. J'ai appris à laisser tomber les attentes qui ne me servaient plus. Mes parents et Émilie n'avaient plus de place dans mes projets. Ils existaient toujours quelque part dans l'Ohio, s'occupant de leurs propres problèmes pendant que j'entrais dans un tout nouveau chapitre. Mais la vie a une étrange façon de revenir en arrière. Un après-midi d'automne tardif, alors que je me promenais sur la 5e avenue à New York, j'ai soudainement entendu une voix familière derrière moi. Éléanore. Je me suis retourné et il y avait Émilie. Elle portait une robe de créateur, mais son visage avait l'air fatigué, ses yeux brillant de quelque chose entre l'envie et le désir. Elle m'a balayé du regard, le sac à mon bras, la montre à mon poignet, et finalement le sourire tranquille sur mon visage. « Toi, tu as l'air tellement différente », a dit Émilie doucement, sa voix trahissant sa jalousie. « Tu dois être tellement heureuse maintenant, n'est-ce pas ?» J'ai souri.
Pas d'amertume en moi. Seulement une légèreté se répandant dans ma poitrine. L'argent ne me définit pas. La liberté me définit. Émilie s'est figée, ses lèvres s'ouvrant, mais aucun son n'en sortait. À ce moment-là, j'ai vu la véritable distance entre nous. Pas la distance de la richesse, mais de l'esprit. Elle pouvait posséder tout ce que l'argent pouvait acheter par l'intermédiaire d'autres, mais elle ne connaîtra jamais la liberté que je portais en moi. Je me suis retourné et j'ai continué à marcher, la laissant là, perdue dans la foule de la rue animée. Je ne ressentais plus ni colère ni tristesse. Seulement de la pitié suivie d'un soulagement. Un matin d'été, je me suis assise sur le porche de la maison au bord du lac que j'avais récemment acheté dans la banlieue de New York. C'était simple, pas ostentatoire, mais rempli de lumière. Un petit jardin fleurissait de lavande, et une terrasse en bois donnait sur un lac d'un bleu profond. J'ai préparé une tasse de café chaud, me suis assise dans une chaise en osier et j'ai regardé l'eau onduler sous la lumière dorée du soleil. Les oiseaux chantaient, le vent bougeait doucement dans les arbres, et ensemble ils créaient une mélodie de paix, une que je n'avais jamais entendue pendant mon enfance injuste. Je me suis souvenu de tout. Les cadeaux usés, les comparaisons constantes, les nuits où je pleurais en silence, le ticket de loterie rejeté avec mépris, le dîner entaché de moqueries, et la décision de couper les ponts. Tout cela ressemblait à un film qui était déjà terminé, ne me laissant que le présent, paisible, libre et fort. Une seule phrase résonnait dans mon esprit, claire comme si elle était murmurée à mon oreille. Couper le toxique n'est pas égoïste. C'est se sauver soi-même. J'ai pris une gorgée de café et j'ai souri. Oui, je m'étais sauvé moi-même. Je n'avais plus besoin de la validation de ma famille parce que j'avais appris à me valider moi-même. Si vous écoutez cette histoire, peut-être que vous aussi, vous avez été blessé par votre propre famille. Peut-être que vous avez été abandonné, comparé, ou fait sentir que vous n'étiez jamais assez. Je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas seul. Et plus important encore, vous avez le droit de réécrire votre propre histoire. Vous avez le droit de fixer des limites, le droit de vous éloigner de la toxicité, et le droit de chercher la liberté et le bonheur pour vous-même. La famille vous a peut-être donné la vie, mais elle ne vous définit pas. L'argent peut aller et venir, mais votre vraie valeur réside dans votre courage de vous dresser, de vous éloigner de ce qui vous cause de la douleur, et de vous engager hardiment sur votre propre chemin. Et si un jour vous devez choisir entre continuer à endurer ou vous sauver vous-même, souvenez-vous de mes mots. Couper le toxique n'est pas égoïste. C'est se sauver soi-même. Vous méritez une vie entière.